Burkina Faso, coopération militaire, que cache la danse du ventre de Macron? Nous nous interrogeons. Burkina Faso, coopération militaire, que cache la danse du ventre d'Emmanuel Macron? C'est toujours un plaisir renouvelé de vous retrouver sur Panafricaniste TV. C'est votre chaîne de télévision pour l'heure. Nous sommes sur les plateformes numériques YouTube, Facebook, Instagram, TikTok. Vous n'avez qu'à liker nos pages pour avoir des notifications plus tard. Mais surtout, n'oubliez pas de partager nos émissions pour qu'elles soient vues de par le monde pour le réveil, on va le dire ainsi, du continent africain. Mesdames, messieurs, bonjour. Bienvenue à toutes et à tous à cette autre édition de Parole aux Panafricanistes. Eh bien, hier, en Centrafrique et au Mali, aujourd'hui au Burkina Faso, la France est victime d'attaques directes d'Africains nationalistes et panafricanistes réclamant son départ de l'Afrique au profit de la Russie. Un mouvement organisé et efficace qui se propage dans les anciennes colonies françaises. Mais pourquoi la France ne veut pas partir? Personne ne la veut ni n'en a besoin. Qu'a-t-elle déjà fait de bon sur le continent noir? Ce sont nos interrogations. Pour une lutte réussie contre le terrorisme, le Burkina Faso est désormais avec le Kremlin. Maître Kyeliem Apollinaire de Tambela a donné d'ailleurs sa position sur la question. Si pour le Premier ministre, tout partenariat dans le cadre de la lutte contre le terrorisme est à prendre, rien ne sera, bien sûr, ne se fera dans la compromission. Il faut tout mettre en œuvre pour écarter la France et embrasser la Russie. Tout comme le Mali voisin où le régime du colonel Assimi Goïta a noué et affiché ses relations avec la Russie, la population du Faso appelle à en faire de même. Lors des événements qui ont conduit à l'éviction du pouvoir du lieutenant-colonel Paul-Henri Sandaogo Damiba, ami de la France, des drapeaux russes ont été brandis par la foule. C'est des manifestants souhaitant une rupture totale et entière avec la France qui n'a pas fait ses preuves dans la lutte contre le terrorisme. Mais ces dernières heures, mesdames, messieurs, Macron, qui ne compte pas lâcher, a commencé la danse du ventre. Et la danse du ventre de Macron commence également par la médiatisation en déclarant haut et fort que les Burkinabés sont en train d'embrasser les mercenaires russes. On se rappelle également que Washington est monté au créneau après la visite du capitaine Traoré à son homologue malien. Tout de suite, eh bien, Washington a condamné. Pourquoi cette danse du ventre de la part des Occidentaux? Voilà pourquoi nous nous interrogeons. Burkina Faso, coopération militaire, que cache la danse du ventre de Macron? Pour répondre à nos questions, nous sommes avec Patient Parfendom, il est un homme politique, il est avec nous ce matin. Patient Parfendom, bonjour, bienvenue à vous. Bonjour Sylvie Selengos, bonjour à tous nos millions de téléspectateurs de Panafricanist TV, bonjour à nos valeureux techniciens, à tous ceux qui nous encadrent, tous ceux qui nous aiment, tous ceux qui nous critiquent. Surtout quand ce sont des critiques constructives, ça nous permet de nous améliorer. Exactement. Ça nous permet aussi de mieux étoffer, n'est-ce pas, ce projet qui prend de plus en plus de l'ampleur et qui nous permet d'aller de l'avant. Je profite humblement ici pour leur dire, cela nous va droit au cœur, que chaque fois qu'ils peuvent nous faire des critiques, qu'ils ne s'en privent pas. Ça fait partie des dynamiques de construction, n'est-ce pas, des idées, des projets et surtout des rêves, comme ce rêve panafricain qui nous est complètement chevillé au corps. Merci pour cette invitation. Très heureux de vous avoir, Patient Parfendom. Eh bien, nous allons cette fois-ci au pays des hommes intègres, le Burkina Faso, qui parle de coopération militaire avec la Russie. Et pendant ce temps, Emmanuel Macron est dans la danse du ventre. Mais vous constatez que c'est pas facile pour la France de perdre l'Afrique. Parce qu'elle a fondé sa stratégie sur le plan diplomatique et sur le plan, j'allais même, de sa survie en tant que puissance, sur la domestication de l'espace africain. C'est vrai, nous ne sommes plus autant de Foccart, mais Foccart a fait des émules et des élèves qui continuent de manière très symbolique et même superstitieusement de nourrir et de cultiver cette logique, cette culture uniquement française que j'appelle le refus de décoloniser. Parce qu'en fait, nos espaces sont encore des colonies françaises. Elles le sont d'autant plus que aucune marge de manœuvre
n'est laissé à nos dirigeants de moment, dans le cadre de pouvoir, avec l'accord de Paris, si vous voulez, se donner un peu d'air pour aller de l'avant. Il faut opérer des schismes, des ruptures de manière brutale, oui, si on veut aller de l'avant. Parce que les autres formes de négociations sur le plan diplomatique n'ont pas d'avenir. On l'a vu. C'est pour cela qu'il n'y a que deux dimensions dans ce combat. Soit vous vous dites, de toute façon, rien ne peut changer ici chez nous, et vous faites, vous devenez ces espèces d'esclaves de maison. Vous avez de Paris, comme c'est le cas de Ouattara, Bazoum et consorts. Soit vous vous dites, au nom de mes ancêtres, parce que je suis l'héritier d'un grand peuple. Le peuple qui a construit la civilisation moderne. Oui. Et que par rapport à ce rappel historique qui est mien, je me dois d'être à la hauteur d'honorer le sacrifice de mes prédécesseurs et de mon peuple pour l'aider à redevenir libre, autonome et indépendant. Et par rapport à cela, nous voyons la France qui comptait sur l'un des arguments qui étaient ses armes les plus importantes, c'est-à-dire la domination médiatique, qui était l'instrument majeur de formatage des esprits des décideurs africains. Depuis que sur ce plan-là, la France a attaqué avec la suppression de ces médias au Mali, et là on vient de le voir, le Burkina Faso vient de prendre une décision pour supprimer de ces ondes, n'est-ce pas, le canal Radio France Internationale, mais c'est la panique à Paris. C'est la panique parce qu'on se rend compte que le tuyau qui oxygénait négativement le cerveau africain est en train d'être rompu. À partir de ce moment-là, on donne la possibilité aux hommes africains d'avoir la liberté, d'avoir accès à d'autres types d'informations, de choisir de manière libre d'autres types d'informations, mais surtout de bloquer cette intoxication et ce poison en continu que les médias mainstream délivraient à travers leur canal par excellence, que sont les médias occidentaux. Je vous rappelle que Radio France Internationale n'a pas le même audimat à Paris qu'en Afrique. À Paris, c'est à peu près 15% des auditeurs parisiens, d'ailleurs, ceux qui sont souvent en rapport avec l'Afrique, qui écoutent Radio France Internationale. Mais en Afrique, même au fond de nos villages, les gens le captent en FM. Mais comment vous pouvez le comprendre? Et c'est là qu'on vous écoutez les gens toujours en train d'édulcorer, sinon de vider la réalité de ce qui se passe en Afrique. Je fais une parenthèse. La victoire des Lions indomptables des Romains contre le Brésil, c'est un épiphénomène, je vais bien. Mais écoutez les commentaires des journalistes français. Une petite équipe brésilienne remaniée, en réalité c'était un match sans enjeu, c'était à peu près comme une séance d'entraînement. Vous écoutez, pour diminuer la performance des Lions indomptables du Cameroun. Ce n'est pas possible. En fait, de facto, ils veulent installer dans la tête de nos enfants que vous n'êtes pas capable. Vous ne pouvez pas. Alors, cette petite France-là n'a pas compris que si, au niveau des années d'indépendance, nos pays étaient entre 3 millions, 4 millions, 500 000 habitants, on a multiplié ce chiffre-là, je ne sais pas par combien, peut-être par 25 par endroit. Et nous sommes devenus des États avec une population lourde. Des enfants qui ne sont pas allés seulement en France, comme ce fut le cancer mécanique, hein, à l'époque dans notre précaré, il suffisait d'avoir le bac dans les années 50, depuis les années 60 et un peu, et automatiquement, les meilleurs avaient une bourse pour aller en France. Donc, on s'arrangeait à mieux conditionner les futurs intellectuels africains pour permettre ce qu'ils appellent la relation culturelle séculaire entre la France et l'Afrique. Or, cette relation séculaire entre la France et l'Afrique, les dividendes, c'est quoi? C'est la misère que vous voyez au Mali. C'est la misère que vous voyez au Niger. C'est la misère que vous voyez dans les rues de Douala. C'est la misère que vous voyez au Burkina Faso. C'est l'incapacité des pays, ces pays-là, de pouvoir eux-mêmes se choisir les orientations économiques, politiques, sociales qu'ils veulent. On vous conduit dans un tunnel qui n'a pas de voie de sortie. Vous êtes prisonnier dans une cage parce qu'aucune de vos volontés ne peut s'exprimer dans le réel. Vous n'avez pas de pouvoir au rêve. C'est ça la réalité de cette collaboration-là, de cette coopération, entre guillemets, en fait, de cet esclavage
entre la France et nous. Donc, ça ne pouvait pas perdurer éternellement. Et je suis étonné que Paris ne le comprenne pas. Le prétendu sentiment anti-français n'est que l'expression de ce ras-le-bol provoqué par ce marasme organisé. Des dirigeants et des intellectuels qui sont émasculés, qui n'ont même plus de courage physique pour dire non, et qui continuent de vivre cette scène surréaliste où on nous dit que vous êtes des pays vraiment très riches, mais avec une population qui est coupée dans la misère. Le monde petit bobo de ces happy few, tu entends qu'il allait se soigner la salpêtrière à Paris, l'hôpital américain de Paris, l'hôpital ceci. Et nous, nos pauvres cultivateurs, nos pauvres jeunes, souvent bardés de diplômes qui sont le Ben Sikin, les pauvres débrouilleurs, les Bam, Selam, les Tchoukhet, le petit peuple, il va dans nos hôpitaux, allez voir même comment l'accueil se fait dans nos hôpitaux, parce que c'est une espèce de pis-aller. Même pour ces employés de ces hôpitaux, je les plains souvent, ces jeunes filles-là qui grondent tout le monde, parce qu'en réalité, elles ne travaillent pas dans un cadre adéquat, avec des principes qui devaient en réalité conduire sa profession. On gronde tout le monde, on dit tout à tout le monde, et vous voyez des gens qui vous disent « Je préfère mourir chez moi que d'aller à l'hôpital ». C'est ça l'Afrique. On n'a pas de voie de communication. On n'a pas de route. Nos terres, quand on dit extrêmement arabes, on ne peut pas cultiver pour nourrir l'homme africain. Près de 15% des populations africaines dépendent de l'aide alimentaire internationale. Et c'est dans ce fourmillement de négation que surgissent alors des illuminés. C'est ça le djihadisme en Afrique. C'est l'obscurantisme et l'ignorance. Parce qu'on n'a pas permis à l'homme africain de pouvoir se développer. Je discutais encore avec un jeune, lui dit, oui, vous les Africains, vous ne vous voyez pas plus long que le bout de votre nez, regardez la Corée, comment elle performe au mondial. J'ai dit, oui, mais la Corée n'a pas la France sur sa tête. Elle n'a pas le genou de la France sur son cou. Elle peut, de manière libre, n'est-ce pas, prendre les orientations qui conviennent à la Corée. Le Japon, idem, malgré les 2 bombes atomiques. Mais nous, on ne peut pas. Nous sommes comme des espèces d'enfants qui doivent avoir des tuteurs. Chaque décision qu'on doit prendre doit être avalisée ailleurs. Même les plans quinquennaux que la plupart de nos États avaient, tout c'est fini. Il n'y a aucune programmation authentiquement africaine. Comment voulez-vous donc que la France se danse par la danse de vente? Elle a dit au Mali, si cette ligne rouge est franchie, je pars de Mali. La ligne rouge a été franchie, partez alors, ils ne veulent pas partir. Parce qu'ils sont conscients que la perte du continent africain va leur coûter excessivement cher. Dans le monde actuel, dans l'affrontement de titans qui opposent les tenants d'un monde multipolaire contre l'ancien monde unipolaire établi, la France sait très bien ce qui est en train de se jouer. Et elle risque de le payer cher, même au sein de l'Europe. Le couple franco-allemand est en train de battre l'aile. L'Allemagne a compris que là où c'est dans le calé dans lequel ils sont là maintenant, comme on dit chez nous au Cameroun, il faut que chacun cherche sa voie. Dans bientôt, l'armée allemande va être la plus grande armée en Europe. Donc l'Allemagne ne va pas se cantonner sur le point de vue du leadership économique. Ils vont aussi prendre le leadership militaire. Et par conséquent, même le leadership diplomatique. Que voudrait la France? Quoi? Et vous voyez, l'Allemagne, elle tente de s'aligner sur les positions américaines parce qu'en réalité, c'est le point avancé de l'influence américaine en Occident. Et c'est pour ça que vous avez vu la petite révolte des bouts de lèvres de M. Macron, dernièrement avec Biden, a arrêté de financer votre industrie parce que nous, on ne va pas s'en sortir. Il commence à prendre conscience quand même. Arrêter, c'est que tu nous as assez taillé de croupières. L'affaire de ce marin est passée par là. Vous comprenez très bien. Donc, nous, on ne peut plus vivre économiquement. Alors, s'ils perdent, ils ont désindustrialisé complètement leur espace. S'ils perdent aussi cet avantage qu'ils avaient d'avoir ces pays d'Afrique, là où ils faisaient la pluie, le beau temps, je peux vous dire que pour la France, ça va être très Pourtant, on a l'impression aujourd'hui que les États-Unis veulent justement couper de l'herbe au pied à la France. On a vu également la sortie de Washington après que le capitaine Traoré ait pris l'engagement d'aller rencontrer son homologue
le colonel Assimi Goïta du côté du Mali. Tout de suite, Washington a fait une sortie pour déclarer qu'il n'en veut pas du tout. Pendant ce temps, quand même, du côté du Niger, aujourd'hui, ce sont les blindés qu'on offre à Bazoum, blindés totalement américains. Oui, mais ces blindés ne seront pas supérieurs à la volonté du peuple qui, lui, il sait ce qu'il vit et qui veut une autre vie que celle qu'on veut lui imposer. J'ai vu que les Allemands étaient sur le point d'offrir, je crois, un don de quelque chose comme 2000 milliards de francs CFA au Mali. Ça veut dire ce que ça veut dire. Les Américains, ce n'est pas la perspective de la présence de ce qu'ils appellent le groupe Wagner, en réalité, les instructeurs russes. C'est qu'il y a une décision qui est passée presque sur silence, mais qui vaut son pesant d'or. L'état-major du Mali et l'état-major de Burkina Faso ont décidé de créer l'état-major intégré dans la lutte contre le terrorisme. C'est une expérience qu'il faut prendre, qui vaut son pesant d'or. Si à ces états-majors, ça rime aussi l'état-major de Guinée-Conakry, et peut-être plus tard l'Algérie, c'est une nouvelle configuration de point de vue d'une réponse au niveau de la volonté de ces États membres d'avoir une sécurité, une souveraineté sécuritaire dans leur espace, donc qui sort complètement du cadre de contrôle de l'Occident et de l'impérialisme. C'est ça qui fait peur aux États-Unis. Parce que ça peut avoir l'effet boule de neige. Dans bientôt le général hiver approche en Ukraine, clin d'œil, vous comprenez? Donc, ils ne savent pas quoi faire. Et c'est ça qu'il faut faire. C'est ça qu'il faut faire. Il faut communautariser notre sécurité. De manière que nos armées se mettent ensemble, construisent des ponts, des passerelles, mais surtout des dynamiques communes, comme réponse à la tentative de déstabilisation de nos États. Pourtant, Macron est également dans ce plan-là, dans ce projet, on va le dire ainsi, de s'ingérer dans les armées africaines, et il déclare haut et fort pour se battre à leur côté, aux côtés des armées africaines, contre le terrorisme. N'est-ce pas un autre piège tendu? C'est eux. Vous savez, ils nous ont enseigné des tas de trucs, mais d'autres très bien. Sauf que j'ai l'impression que la tête du cerveau, on a de la gadoue. C'est eux-mêmes qui prennent ce proverbe chinois. Apprenez-moi à pêcher. Arrêtez de me donner un poisson tous les jours. Les Africains veulent apprendre à pêcher. C'est ça la voie de la liberté. Nous ne sommes plus des gens qu'on doit infantiliser, qui prennent leur logistique, leur savoir-faire, qu'ils aillent la proposer au Yémen. Pourquoi en Afrique? Pourquoi? Je continue de dire qu'ils avaient cette possibilité jusqu'à hier. Les dividendes, c'est quoi? On ne voit pas les dividendes. Les dividendes, c'est la poussée de l'extrémisme. C'est la destruction de nos États, même ce qui fait office d'État. C'est l'incapacité pour notre administration de répondre aux besoins premiers des populations qui souffrent. C'est l'incapacité de nos États de se doter des finances capables de se lancer dans un projet de construction des infrastructures de qualité, en quantité. C'est ça la résultante de cette coopération. Mais surtout, c'est nous enlever toute possibilité d'initiative. Mais comment quelqu'un peut faire ton bonheur contre ton propre consentement? On ne veut plus. Ils insistent pourquoi? C'est Churchill, à la fin de la Seconde mondiale, qui le dit au président américain, qui dit, bon, écoute, monsieur Churchill, vous n'avez pas besoin de signer deux fois. L'Amérique signe aussi pour l'Angleterre. Il le rappelle, non, monsieur, vous ne pouvez pas faire mon bonheur contre mon propre consentement. L'Angleterre va signer. Pourquoi eux, ils doivent être à ce niveau d'engagement, de réponse, de dignité, et nous pas? Nous disons la France, quand nous aurons besoin de vous, on vous fera signe. Et on vous dira dans quel sens, avec quelle hauteur, quelle importance nous souhaiterions votre coopération. Mais vous ne devez pas nous imposer votre coopération. Pour l'instant, nous n'en voulons pas. Nous voulons aller au chaudron. Oui. Si vous voulez même nous casser la gueule, c'est l'épreuve du feu. Il faut passer par là pour justement bien cerner la complexité des problèmes de la libération. C'est de ça qu'il s'agit.
Mais arrêtez d'être à nos côtés, de nous imposer votre présence. Elle est plus que gênante. Elle est nocive à notre côté. Nous n'en voulons plus. Nous avons fait l'expérience, nous arrivons à cette conclusion. Laissez-nous nous casser la gueule. Après on verra. Vous voulez combattre le terrorisme? Combattez le terrorisme là-bas chez vous. Allez combattre le terrorisme chez vous. Laissez-nous faire ce que nous voulons faire. Choisir la capacité de choisir nos alliés, les moyens qu'on veut mettre à la disposition de nos armées, mais surtout la stratégie qu'on aura construite nous-mêmes avec l'ensemble de nos forces de défense et de sécurité. La sécurité est essentielle pour les Africains. Il faudra muscler la sécurité par tous les moyens. Sans sécurité, aucun projet de développement ne sera possible en Afrique. Il faut d'abord sécuriser notre espace. Après, il faudra avoir la souveraineté énergétique, la souveraineté alimentaire, la souveraineté au niveau de l'acquisition des connaissances. Et je peux vous dire, c'est ce que j'appelle souvent la domestication de la science au sens large du terme. Et je peux vous dire très rapidement, M. Ngos, l'Afrique sera plus qu'un modèle de développement humain qui sera applaudi par tout le monde entier. Mais vous ne pouvez pas nous en disant, la route que vous empruntez là est mauvaise, mais laissez-nous aller nous casser la gueule, bon sang. C'est notre choix. Nous en avons marre de vivre par procuration. Pour voir une belle rue, il fallait que l'avenue de Paris, nos musiciens allaient chanter là-bas. Oh, Namala, Bande Néné, Paris, la Tour Eiffel. Mais non, mais arrêtez ça, dis donc. Les meilleures écoles, oh, je suis sorti de la Sorbonne. Ça veut dire que quoi? Nous, l'Afrique, c'est 1,5 milliard d'habitants. On ne va pas continuer de vivre par procuration. Laissez-nous créer notre rêve et construire notre rêve sur notre continent. Il pourra être un cauchemar pour vous, mais ça sera notre rêve. Voilà. Merci à vous, Patient Parfait, de nous avoir été dans notre ce matin. C'est moi qui vous dis merci et continuez d'encourager notre diaspora. Ne baissez pas les bras. Continuez d'aider votre continent. De continuer d'encourager nos femmes. Ne baissez pas les bras. Sans nos femmes, ce pays, ce sera déjà, nos pays africains se seront déjà effondrés. Sur le plan culturel, n'acceptez pas, résistez à cette nouvelle destruction de notre culture et de nos sociétés. Les valeurs de nos sociétés, on doit les conserver. Un homme doit aller avec une femme. Les enfants doivent respecter leurs parents. Les communautés doivent continuer à grandir dans des dynamiques d'innovation, mais ça doit rester des communautés. Les communautés africaines ne doivent pas être en opposition avec l'ouverture, mais ça doit être des dialectiques de construction dynamique permettant à ces communautés-là de s'enrichir, de devenir riches par cette dynamique-là, mais surtout, de se bonifier. Parce que nous avons besoin de cela. L'égoïsme n'est pas bon pour l'homme africain. À nos élites, à notre bourgeoisie. Arrêtez d'être la bourgeoisie la plus idiote du monde. Construisez un autre espace mental pour que, de manière féconde, votre bourgeoisie puisse être d'exemple dans ce monde. Vous avez beaucoup plus à donner aujourd'hui qu'à recevoir. Vous avez beaucoup plus aujourd'hui la possibilité de démontrer autre chose que ce monde fait d'égoïsme, de pillage, de rapine et de violence qu'offre la bourgeoisie, n'est-ce pas, du mondialisme qu'on connaît. Il faut être une barrière, une digue solide contre les intentions du deep state à faire du monde et des humains, des mi-hommes et des mi-bêtes, comme vous les appelez. C'est vous qui avez les noms exacts. Il faut revenir à notre culture première, l'homme d'abord. Merci pour cette invitation. L'homme d'abord, et vous l'avez très bien compris, mesdames, messieurs, une mère de douleur n'est pas un prosénium. Un homme qui pleure n'est pas un ours qui danse, déclara haut et fort Aimé Césaire dans Cahiers d'un retour au pays natal. Plaisir de vous retrouver très bientôt pour une nouvelle édition de Parole panafricaniste. Bonne journée à toutes et à tous.